Bien, bonjour à tous. Je salue bien évidemment François Garet, mon ami François, qui est président aussi, pour l'instant, comme moi, et qui nous accueille effectivement au Murau. J'ai voulu effectivement ces assises de la transition énergétique au Murau, parce qu'il me semblait que c'était le lieu le plus emblématique pour traiter de cette question, ce campus dit EDF qui sera bientôt effectivement une propriété publique et qui devra effectivement trouver une identité en termes notamment énergétiques, sur des concepts comme le développement durable. Il me semble important que les Mureaux soient mis en avant, et ce campus aussi. Donc, comme le disait François, c'est un projet particulièrement important pour notre futur territoire. Alors, je salue aussi la présence du représentant de l'État qui représente effectivement Madame la sous-préfète qui n'est pas là aujourd'hui et elle est excusée, ainsi que bien évidemment Madame la députée qui est présente, Françoise Descancrenier, qui traite aussi beaucoup de ces sujets et qui lui tiennent à cœur, comme chacun sait. Et enfin, bien sûr, EDF pour son accueil sur ce campus, absolument superbe et qui effectivement présente des avantages en termes d'espace et de qualité de travail particulièrement importants. Alors donc je suis heureux aussi de vous accueillir pour ces premières assises des transitions énergétiques, premières assises on va dire de la Seine-Aval, on va peut-être anticiper comme le disait François. Premières assises de la transition énergétique pratiquement en Île-de-France, me semble-t-il. Je n'ai pas souvenir qu'il y ait d'autres événements de ce type-là à l'échelle d'un territoire aussi grand dans notre région. Alors elles ont lieu, ces assises, dans une année particulièrement stratégique en matière de développement durable et de transition énergétique. Une année qu'on pourrait qualifier une année chargée de symboles en quelque sorte, puisque la loi sur la transition énergétique a été adoptée. Je dois peut-être rappeler, mais je pense que beaucoup d'entre vous l'ont en tête, les différents principes et les principaux objectifs qui ont été fixés par cette loi. Tout d'abord, naturellement, cette réduction de la consommation énergétique finale de 50% en 2050, 50% par rapport à 2012, de 30% en 2030 pour ce qui est de la consommation des énergies fossiles, de 32% en 2030 pour ce qui est effectivement de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie. Enfin, pour ce qui est du nucléaire, de 50% à l'horizon 2025, contre 75% à peu près aujourd'hui. La réduction des gaz à effet de serre aussi de 40% en 2030, et aussi un objectif pour ce qui est de l'habitat, de la création d'un parc immobilier entièrement rénové aux normes bâtiments basse consommation, et ce en 2050. Alors, ces objectifs sont louables, ils sont souhaitables, ils sont, j'allais dire, quasiment consensuels, et c'est une très bonne chose. Ils doivent effectivement être autre chose qu'une simple incantation, un simple vœu. Ils doivent pouvoir être mis concrètement en place. C'est, à mon avis, l'affaire aussi des territoires, et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour réfléchir à cette dimension, sachant qu'ils sont quand même motivés par un constat évident concernant les énergies dites fossiles, on va dire, et puis concernant aussi, j'allais dire, la part du nucléaire. À l'évidence, pour différentes raisons, il faut que cette part réduise, pas brutalement, pas de façon utopique, mais de façon préparée et sur la durée. Donc cette loi est par ailleurs accompagnée cette année de la COP21. On connaît tous les échecs, effectivement, des différentes grandes conférences internationales sur le climat. Donc c'est un peu, j'allais dire, la dernière chance. Alors, on a souvent des conférences de la dernière chance en Europe, on connaît bien ça, notamment sur d'autres dossiers. Mais là, en l'occurrence, voilà, il me semble que si cette conférence devait échouer, ce serait une véritable catastrophe. Et c'est nous qui devons la porter, nous, notre pays. Et on sait combien, et j'en discutais tout à l'heure avec l'un d'entre vous, combien effectivement ce sont les territoires qui finalement sont innovants et portent les questions de climat là où les États pêchent quand même. Alors l'agir local fonctionne, le penser global c'est plus compliqué, mais on va, j'espère, essayer de faire en sorte que ça change. Donc vous le savez comme moi, en 8 mois sur une année, l'humanité consomme la totalité du budget écologique annuel de la Terre. Du point de vue de nos ressources naturelles, nous vivons à crédit, donc, 8 mois sur 12. C'est pas un État, c'est l'ensemble de la planète. C'est un constat donc dramatique, et nous devons tous partager l'effort de la réduction de la consommation énergétique. Quand je dis tous partager, je veux dire par là qu'il s'agit d'appliquer l'adage du développement durable, que je viens de citer, penser global, agir local, dans nos territoires,
c'est le cas à Saint-Vexin, c'est aussi le cas à la Camie. Nous agissons déjà depuis longtemps. Plusieurs actions pilotes ont été mises en place, concernant notamment les déchets, avec l'approbation du programme local de prévention des déchets, le PLPD, donc qui réduit de 8% le volume de nos déchets, ce qui est considérable actuellement. Et les collectivités font un effort considérable pour réorganiser effectivement cette filière, effort coûteux notamment. Nous encourageons aussi le réemploi, c'est-à-dire le fait qu'un objet ne doit pas être détruit, brûlé ou disparaître, puisqu'il peut être réutilisé et transformé. C'est le concept de ressourcerie. Alors l'une des premières d'Île-de-France, si ce n'est la première, était sur ma commune, à Buchelet. C'est la Camie, effectivement, qui l'avait créée. Et je sais qu'elle a particulièrement intéressé le président de la région, puisque Jean-Paul Huchon a mis le paquet pour en développer à peu près une trentaine en Île-de-France. Il faudra continuer effectivement, quelles que soient les échéances à venir, à ce que ce concept se développe sur le territoire, parce qu'il est effectivement particulièrement innovant, tant d'un point de vue écologique que d'un point de vue social. En fait, concernant les transports aussi sur le territoire, et là c'est quasiment tout le territoire, puisque l'établissement public d'aménagement y a particulièrement participé, c'est le développement de ces bornes électriques pour les véhicules électriques sur l'ensemble du territoire Seine-Aval. Ça avait commencé par le projet SAVE, Seine-Aval véhicules électriques, et je vous rappelle que là aussi on est dans une dimension un peu, j'allais dire, transdisciplinaire, puisque la Zoé est fabriquée pratiquement juste à côté, à Flins-Aubergenville, par Renault. Donc on est là aussi dans l'accompagnement d'un site industriel sur notre territoire et en même temps, effectivement, dans la valorisation d'une dimension importante, la mobilité électrique, la mobilité propre. Dans l'habitat aussi, nous participons à plusieurs opérations, notamment Habiter mieux, l'opération co-animée par l'ANA, pour l'amélioration thermique des logements. Bref, tout ça participe à la réduction globale de la facture énergétique d'un territoire, mais ce n'est pas suffisant, bien évidemment. Donc, c'est pour cela, effectivement, que nous sommes réunis aujourd'hui, pour réfléchir ensemble, l'ensemble des acteurs de l'énergie, mais aussi de l'habitat, du transport et les collectivités locales, pour aboutir à cette réduction sensible de la facture énergétique d'un territoire pour les ménages, les entreprises et aussi les espaces publics, bien évidemment. Je tiens à saluer aussi la création de Synergy Lab, qui est l'un des partenaires de cette journée. Pourquoi avons-nous voulu que Synergy Lab soit un partenaire particulièrement important de cette journée? Parce qu'il me semble que cette plateforme, outre le fait qu'elle soit innovante, elle est le préalable à ce que pourrait être une plateforme territoriale sur la question de la transition énergétique. Ces plateformes territoriales sont prévues par la loi sur la transition énergétique, par la loi NOTRe aussi, et elles vont constituer l'une des compétences importantes de la future communauté urbaine. Donc il nous semblait important de la mettre en avant parce qu'elle est innovante aujourd'hui, elle sera quasiment obligatoire demain, donc, et le travail a déjà commencé. Michel Vignier nous en reparlera tout à l'heure, son président, et il nous semblait important de mettre en lumière cette plateforme. Je voudrais conclure sur des notes un peu plus personnelles. C'est vrai que, comme le disait François Garret, c'est moi qui ai voulu effectivement cette journée des assises de la transition énergétique. François, bien évidemment, je connaissais sa fibre de ce point de vue-là, donc j'ai pas eu du mal à le convaincre. A fortiori, si ça se passe au Muro chez lui, c'est parfait, il adore. J'ai vraiment voulu ces assises parce que je pense que c'est un sujet majeur, un sujet clé de notre développement territorial et national, voire bien évidemment à d'autres échelles. Je pense que le territoire de Seine-Aval est un territoire à la fois d'expérimentation et d'espoir en matière de développement durable. Il y a beaucoup de choses qui s'y font parce que c'est un territoire qui a particulièrement souffert de la désindustrialisation et qu'il a fallu être innovant à plusieurs périodes. Et le résultat de tout ça, c'est qu'on a effectivement des bouts d'actions qui ont été faites, ça et là, du côté de la Camie, ici à Saint-Vexin, du côté de Poissy à Cher-Conflans, qu'on peut mettre en lumière et qui sont les préalables à une vraie politique énergétique de territoire. Et il me semblait important qu'on commence d'ores et déjà à tracer en quelque sorte les chemins et les routes pour pouvoir effectivement développer ce que j'appellerais un programme d'action concrète sur ces questions-là.
Donc vous allez participer à un certain nombre de tables rondes, toutes aussi passionnantes les unes que les autres. Je pense qu'à la fin de cette journée, on devrait avoir un bilan de réflexion particulièrement important et intéressant. Je voudrais simplement reprendre, pour illustrer définitivement la façon dont je vois ces assises, reprendre ces mots de Jérémy Rifkin, dont effectivement les textes inspirent aussi cette démarche, en quelque sorte, et la pensée. Au XXIe siècle, des centaines de millions d'êtres humains vont produire leur propre énergie verte dans leurs maisons, dans leurs bureaux et leurs usines, et la partager entre eux sur des réseaux intelligents d'électricité, exactement comme ils créent aujourd'hui leur propre information et la partagent sur Internet. Nous devons accompagner cette révolution en marche. C'est le rôle, bien sûr, du politique. Je pense que c'est notre rôle à tous. Je vous souhaite donc une excellente journée d'études fructueuses et de réflexion. Et je compte bien sûr, vous retrouver en fin de journée pour faire un peu le bilan de ces assises de la transition énergétique. Je vous remercie.